Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes mercredi 3 janvier 2018. C'est l'information du jour. La fin cet après-midi à l'arène de jeux traditionnels Langa Langa de Zender de la 39e édition du championnat national de lutte traditionnelle, le sabre national. Un sabre remporté par un lutteur plutôt de la région de Zender à la personne de Tassiou Sani qui a terrassé Yahya Kaka de Tawa, qui était jusqu'ici le détenteur du dit sabre. Nous vous proposons de suivre quelques séquences de ce combat et la cérémonie protocolaire qui l'a suivi. Tassiou Sani ya harshen tsoron Yahya Kaka wallahi Yahya Kaka tun da yake tarihi da bai bai ai ya ce kuma gobe ba kari kai kai tanjay maga ngano igaya kanti danga gurje waras cinde gonto kai tayir ni shela bora anemo elaji suma amadu la bojil funani ngay donton ngay makaga di la bizay mala barka ngay makaga kai batti woni wodo ngay makaga kai kadiye matkan cinno yiwon ba funa gonanda da matkan fori wono kai te da magaram asintinda da matka banda ana la yisu muhammadu maga ngay fondo gode sabo ngay gatto ndey kuka ngati jina Zender labo izay miami Zender jin funay da Zender gouverneur de sultan yang irko ma bay semat kancino e hinga Niger miami gayi hankati daga gurjay wora cinde ga tokkante ne da magaram fonto wone bonno birjira fini madame Hadiza Kubra ministre de la communication. Voilà, c'était donc quelques séquences du combat de la finale de cette 39e édition du championnat national de lutte traditionnelle, le sabre, donc remporté par le lutteur de Zender, Tassiou Sani, qui devient donc désormais le nouveau roi des arènes. À l'issue donc de cette 39e édition du championnat national de lutte traditionnelle, le sabre national, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Maman Kassou Mokhtar, a prononcé le discours de clôture dont je propose de suivre ici un extrait. Cette 39e édition du sabre national est certes une manifestation sportive, mais nous avons aussi pu apprécier des chefs-d'œuvre culturels exprimés à travers la danse, les accoutrements, le kirari qui ont agrémenté cette fête de l'unité nationale. Nous avons également apprécié la lutte des personnes en situation de handicap, une manière de signifier qu'elles ont bel et bien leur place dans notre société et que le handicap n'est pas une fatalité. Chaque édition de sabre national est un défi en même temps qu'une victoire sur nous-mêmes. La présente édition, qui connaîtra son épilogue dans quelques instants, ne déroge pas à cette règle. Les enseignements que nous en tirerons permettront non seulement d'enrichir les annales de l'histoire, mais aussi et surtout de me préparer les prochaines éditions ou les tournois à venir. Je voudrais en ce moment solennel vous présenter les sincères remerciements de la jeunesse nigérienne qui est mon département ministériel, à la lourde charge d'orienter et d'accompagner. Au-delà de la symbolique, votre présence ici parmi nous traduit clairement l'engagement et la ferme volonté des autorités de notre pays de faire la jeunesse non pas le problème, mais la solution au développement social et économique, conformément à la volonté clairement affichée du président de la République de transformer notre actif démographique en dividende économique. Enfin, permettez-moi d'adresser une motion spéciale de remerciement au service du protocole, aux vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à la presse nationale et internationale, dont le travail a permis d'assurer la couverture de cet événement et de lui donner une dimension planétaire. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de cette 39e édition du sabre national, édition 2017-2018, qui a vu donc le sacre du lutteur de Zender, Tassiou Sani.
Et puis cette brève, le directeur général de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, la CAIMA, M. Maïzama Gaya, serait depuis hier après-midi interpellé au niveau de la police judiciaire de Niamey. Cela à la suite d'une enquête ou d'une inspection menée par la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la HALCIA, sur l'exécution, la passation et puis l'exécution d'un marché de plusieurs milliards de francs CFA relatif à l'achat donc de matériel agricole au niveau donc de cette société. La question de la prochaine installation d'une base militaire italienne au Niger, entre autres sujets abordés ce matin par le ministre en charge de la Défense nationale, Kalla Moutari, dans un entretien qu'il a accordé à la télévision Labari et que vous pourrez suivre donc en intégralité à la fin de cette édition. Selon le ministre Kalla Moutari, il ne s'agit pas pour l'instant d'une base militaire italienne dans notre pays, le Niger, qui, selon le ministre Kalla Moutari, est disposé à travailler avec les partenaires avec qui il partage la même vision en matière sécuritaire. Je propose donc de suivre sa réaction sur cette question de la probable installation d'une base militaire italienne dans notre pays dans ce résumé signé Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. L'Italie va-t-elle déployer ses militaires au Niger ou non? En tout cas, le sujet est à la une de l'actualité. Certaines sources citent le président du Conseil des ministres de l'Italie qui a annoncé la nouvelle. Ici au Niger, aucune confirmation n'a été faite sur le sujet. Au ministère nigérien de la Défense, l'information n'a pas été confirmée. Cependant, le ministre Kalla Moutari a parlé plutôt de la coopération bilatérale entre le Niger et l'Italie. Il n'y a pas de base italienne au Niger. De présence militaire dans notre pays, il y en a deux. La France, à Niamey, parce que nous avons prêté nos équipements et notre territoire à tous ceux qui pouvaient aider le Mali à sortir de la crise dans laquelle il était plongé il y a quelques années. Le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur disait au président Macron lors de sa visite ici, depuis 1962, chaque fois qu'il y a eu une rébellion au Mali, il y a eu une réponse au Niger par une rébellion. Chaque fois, autant de rébellions il y a eu au Mali, autant de rébellions il y a eu au Niger. Sauf cette dernière. Parce que nous avons pris des décisions justes. Parce que nous avons essayé de tirer les leçons du passé. Donc, nous nous sommes évité la guerre à nous-mêmes en acceptant de collaborer à la lutte contre ce qui arrivait au Mali. Nous avons fait appel aussi aux Américains. J'ai l'habitude de demander à des journalistes d'imaginer la frontière du Niger. Depuis les 4 frontières, Cameroun, Nigeria, Tchad, Niger. D'imaginer que tout ça, c'est le lieu d'évolution des mouvements terroristes, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, de remonter jusqu'à la frontière avec la Libye, de redescendre toute la frontière d'Algérie, de reprendre toute la frontière du Mali, jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso. C'est infesté de terroristes. Est-ce que le Nigérien ne se pose pas la question comment notre pays tient toujours debout? Le Niger, pris en scène par des foyers de tension, a intérêt à mutualiser les efforts et les moyens avec les autres pays amis pour pouvoir faire face aux énormes défis sécuritaires qui le guettent. Et c'est justement pendant qu'il y a cette polémique sur la probable installation d'une base militaire italienne dans notre pays que l'Italie justement ouvre sa représentation diplomatique au Niger. L'ambassade d'Italie au Niger a été officiellement inaugurée cet après-midi en présence du ministre italien en charge des affaires étrangères. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. C'est au ministère des Affaires étrangères que les délégations nigériennes et italiennes conduites par leurs ministres respectifs de la coopération ont eu leur premier entretien à huis clos avant de se retrouver à l'ambassade d'Italie, une première au Niger pour son inauguration.
Une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique accrédité au Niger et une forte délégation italienne avec à leur tête le ministre de tutelle. Occasion pour le ministre nigérien de souligner l'importance qu'accorde le gouvernement nigérien à la coopération avec l'Italie qui s'est traduit ainsi par l'ouverture en ce jour de l'ambassade de ce pays au Niger. Le gouvernement du Niger est très heureux de cette ouverture d'ambassade de l'Italie ici au Niger et le gouvernement du Niger réitère sa disponibilité à continuer à travailler avec l'Italie dans tous les domaines qui font aujourd'hui la fierté de notre coopération. Donc merci pour ta visite Alfano ici au Niger. Merci pour tous les efforts que vous faites pour que notre coopération soit efficace et je vous promets de croire que le gouvernement du Niger continuera à se déployer pour renforcer cette coopération qui nous unit. Prenant la parole à son tour, le ministre italien de la coopération internationale a annoncé les axes prioritaires de la coopération entre les deux pays. La cooperazione allo sviluppo, la sicurezza e la questione che riguarda la collaborazione tra le nostre imprese e i nostri imprenditori. Cette collaboration va se déployer sur 3 fronts. Le premier, la coopération au développement. Le deuxième, la sécurité. Le troisième, la question de la collaboration entre les entreprises et les entrepreneurs. Sur ces 3 fronts, nous allons faire des propositions concrètes lors de la réunion, lors de la rencontre avec les autres ministres. Je voudrais également lancer ici un message politique, compte tenu également de la présence du gouvernement nigérien et de vous tous qui avez eu l'amabilité d'être ici. Eh bien, il s'agit d'un message politique fort et clair. Notre coopération, notre collaboration avec votre pays est pour nous un véritable modèle d'efficacité et des fruits que peut porter la collaboration. Nous appelons de nos voeux que ce modèle puisse contaminer d'autres pays d'Afrique et être suivi par d'autres pays européens dans le cadre de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Puis intervient la coupure du ruban marquant l'inauguration officielle de l'ambassade d'Italie au Niger. Une cérémonie qui a été immortalisée par des photos de famille des officiels ayant rehaussé de leur présence sur un moment fort de la coopération entre le Niger et l'Italie. Nous sommes donc en 2018. Traditionnellement, en chaque début d'année, nous vous proposons de revenir sur les faits marquants qui ont marqué donc l'actualité au cours de l'année qui s'achève, l'année 2017 en l'occurrence. Nous vous proposons dans cet élément qui va suivre les faits qui ont marqué l'année 2017 au Niger sur le plan sécuritaire. C'est avec Hassan Saleh Mustafa. L'année 2017 qui vient de s'achever a été sanglante dans le rang des éléments de forces de défense et de sécurité. En effet, plusieurs attaques meurtrières ont été enregistrées au Niger, notamment à l'est du pays, dans la région du Difa, où des attaques de Boko Haram, les unes plus graves que les autres, ont endeuillé plusieurs familles. Dans cette partie du Niger, plusieurs soldats ont perdu leur vie en 2017 dans les attaques terroristes contre les villages de Barwa, Geskeru, Kablewa et Ngalewa où 39 personnes ont été enlevées et se trouvent actuellement entre les mains de Boko Haram. La partie nord-ouest du Niger a connu également des moments sombres, précisément la région de Tilaberi et une partie de la région de Tawa, déstabilisée aussi par les attaques terroristes. On se rappelle encore de l'attaque d'Ayoru où au moins 10 gendarmes ont été tués par les terroristes le 21 octobre 2017. À Wanzarbe, à Bala et Tawa, l'armée nigérienne a connu aussi de coups durs. Et récemment à Tongo Tongo, où au moins 4 militaires nigériens et 4 américains tombèrent sous les balles des ennemis. L'année 2017 a été une année de beaucoup de malheur pour nos forces de défense et de sécurité. Mais elle a été aussi et surtout une année de grande victoire pour les forces de défense et de sécurité. Et le bilan est là, incontestable, fait par l'Union africaine, fait par les pays du bassin du lac Tchad, fait par le G5. Le Niger reste le pays le plus en paix de toute la sous-région. Nous sommes le pays sur lequel aujourd'hui on prend
l'exemple. La recrudescence des attaques terroristes sur la frontière malienne a amené le gouvernement nigérien à décréter l'état d'urgence dans certaines localités de la région de Tillabéri et Tawa. C'était en 2017. L'aggravation de la situation sécuritaire dans cette zone a poussé aussi le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad à mettre en place une force mixte dénommée G5 Sahel. L'année 2018 qui vient ainsi de commencer, le ministre nigérien de la Défense a saisi l'occasion pour émettre une pensée positive aux milliers d'hommes en uniforme qui sont actuellement sur le terrain. Nous sommes fiers de ce qu'ils font. Nous leur sommes reconnaissants. Nous savons ce qu'ils valent. Malgré les polémiques des politiciens, tout le monde savoure la victoire et le travail de nos forces armées nationales. Nous sommes fiers de ce qu'ils font. Nous savons aussi qu'ils ne sont pas avec leur famille. Nous savons qu'ils vivent les rigueurs du climat, les rigueurs de la solitude, les affres de la condition militaire. Mais nous savons qu'ils savent que c'est un métier qu'ils ont choisi. Nous savons qu'ils sont des patriotes, qui ne reculeront devant aucune difficulté pour défendre leur pays. Gageons que 2018 soit une année de détermination et de l'engagement pour les éléments de forces de défense et de sécurité nigériennes pour traquer l'ennemi où qu'il se trouve pour que les Nigériens puissent vivre en paix. Voilà, la situation sécuritaire au Niger en 2017 sont entre autres et plusieurs autres questions sont donc abordées par le ministre de la Défense nationale Kalla Moutari dans un entretien exclusif qu'il a accordé donc ce matin à la télévision Labari. C'est cet entretien que nous vous proposons en partie magazine. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. L'année 2017 a été une année de beaucoup de malheurs pour nos forces de défense et de sécurité, mais elle a été aussi et surtout une année de grande victoire pour les forces de défense et de sécurité. Et le bilan est là, incontestable, fait par l'Union africaine, fait par les pays du bassin du lac Tchad, fait par le G5. Le Niger reste le pays le plus en paix de toute la sous-région. Nous sommes le pays sur lequel aujourd'hui on prend l'exemple pour la conduite des opérations, pour la discipline de l'armée, pour la vaillance, la bravoure de l'armée, pour le professionnalisme de notre armée et l'efficacité des moyens que nous avons mis à la disposition de notre armée. C'est cela aussi l'année 2017. La place désormais prépondérante qu'occupe notre armée dans la sous-région. Oui, l'année 2017, on se rappelle, il y a eu encore des événements, et notamment dans l'est du pays avec l'avènement de Boko Haram. Qu'en est-il au juste aujourd'hui de cette situation dans l'est du pays? Boko Haram est pratiquement éradiqué dans la partie des territoires appartenant au Niger. Nous avons le contrôle sur pratiquement tout notre territoire, dans le lac, qu'il s'agisse des îles comme du continent. Nous contrôlons notre territoire. Notre territoire est entièrement sous le contrôle des forces armées nigériennes. Mais nous essayons des attaques de temps en temps, du banditisme résiduel, parce que c'est ça aussi la guerre. Quand un pays a fait face à une situation de ce type, nous sommes en train de gérer l'après-crise. Les opérations futures vont consister désormais à sécuriser, c'est-à-dire à installer les populations, mais aussi à installer les services de défense et de sécurité. Aujourd'hui, désormais, la prochaine étape de nos opérations, au Niger comme dans une partie du Nigeria et du Tchad, ce que nous sommes en train de faire,
c'est de créer les conditions de retour des populations et de la sécurisation des territoires ainsi occupés par les populations. Donc, Boko Haram, pour nous, en tout cas au Niger en particulier, c'est un mauvais souvenir. C'est déjà un passé. On peut dire aujourd'hui que Boko Haram, pour nous les Nigériens, c'est un passé. On gère les conséquences de cette insurrection-là. Oui, Excellence, justement, dans cette région, il y a un camp qui a été donc dégagé pour les repentis de Boko Haram. Et quel sera leur sort? Ils sont estimés à plus de 70, donc quel sera leur sort après? Ils sont suivis, pris en charge par d'autres institutions qui s'en occupent. Ce que je sais, c'est que nous sommes une armée respectueuse des droits de l'homme. Ce que je sais, c'est que les autorités politiques de notre pays ont décidé d'accueillir tout combattant de Boko Haram, avec armes ou sans armes, qui accepte de renoncer à cette mésaventure et à réintégrer les rangs. Et je sais aussi que la condition, c'est l'acceptation d'une période de déradicalisation, de formation et de réinsertion sociale. C'est cela que je sais, et notre armée est consciente de cette ouverture, de cette main tendue des autorités nationales, quand bien même elle reste sur le pied de guerre et fait la guerre avec ceux qui nous font la guerre. À l'ouest du Niger, aussi dans la région de Tillabéri et un peu Tawa aussi, cette partie un peu déstabilisée a été victime d'attaques terroristes plusieurs fois. Et en 2017 aussi, qu'est-ce qu'il faut regretter aussi de cette partie du Niger? Il faut regretter que certains de nos voisins n'ont pas le contrôle de leur territoire. Il faut regretter que les terroristes qui nous attaquent ont des bases arrières dans des pays voisins. C'est à cela que nous avons fait face jusque-là. Nous n'avons pas au Niger une base d'un mouvement armé qui fait la guerre à l'armée nigérienne ou au Niger de façon générale. Ceux qui nous attaquent, ils viennent des pays voisins pour nous attaquer, et quand ils nous attaquent, ils se replient dans ces pays voisins. C'est ça la particularité du Niger. L'armée nigérienne elle a consenti l'effort nécessaire de refuser que ne se sanctuarisent ces groupes-là dans notre pays, mais elle est en train de travailler à amener les autres armées à faire de même chez elle, à défaut de mutualiser nos forces pour porter la guerre là où il faut la faire. C'est ça aussi une des missions du G5 Sahel. Mutualiser les moyens pour aller faire la guerre, y compris dans les pays tiers. De là où nous viennent les attaques, de là où s'est installée l'insécurité et qui se propage dans nos pays. C'est ça la mission du G5. Oui, effectivement, parlant de cette mission du G5 Sahel, et exactement les autorités du pays de l'espace, dont à leur tête le président de la République, se battent pour effectivement avoir le financement pour le fonctionnement de cette force. Et à l'heure actuelle, nous sommes à quel niveau de financement? Nous avons des signes extrêmement positifs de ce que le plaidoyer qu'a entrepris de faire nos chefs d'État a porté. Nous avons des soutiens de toutes parts. Et je peux dire aujourd'hui que le budget initial que nous avons programmé pour la mise en œuvre de ce projet G5 Sahel est pratiquement en train d'être bouclé. Nous avons eu des contributions exceptionnelles des États. Nous avons eu la manifestation très forte de solidarité des États du monde, qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis et de pays arabes ou des pays musulmans. Qu'aujourd'hui, le G5
est en train de se mettre en œuvre sur des chapeaux de roue. Ce qui n'était pas imaginable à un moment donné. Parce que beaucoup de gens se disaient qu'à partir du moment où nous n'avons pas eu l'entière caution des Nations Unies et que l'initiative qui est purement africaine sera un fiasco. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, même les Nations Unies sont en train de faire marche arrière pour retrouver la position initiale que nous leur avons demandée, et nous sommes convaincus que très prochainement les Nations Unies vont s'aligner et vont reviser la résolution antérieure pour s'engager dans un soutien total et sans réserve au G5 Sahel. On parle de la réticence d'un pays, notamment la Mauritanie, pour le déploiement de cette force. Quelle est la véracité de cette réponse? Il n'y a pas de réticence de quelques pays que ce soit du G5 Sahel, sinon ils ne seront pas G5 Sahel. Tous les partis membres du G5 Sahel sont engagés dans le G5 Sahel. Les inquiétudes des uns et des autres, c'est les moyens, c'est la couverture juridique des actions que nous allons mener. C'est des armées que nous allons engager sur des territoires, y compris des territoires tierces, et où il peut avoir des actes. Ces actes qui sont de portée internationale ou qui sont gérés par les lois internationales, s'il n'y a pas la caution des institutions internationales, des pays auront des difficultés à l'assumer. Et ces inquiétudes ont été exprimées, ces inquiétudes ont été satisfaites, ou en tout cas ont été effacées par l'engagement des Nations Unies, par l'engagement des Africains. Donc par conséquent, il n'y a plus aucun pays qui hésite. Ou des pays ont hésité en se disant cette guerre que nous voulons conduire avec l'ensemble de nos armées réunies, est-ce que nous avons les moyens de la mener? Nous avons dit, commençons d'abord par mobiliser nos moyens et savoir de quoi nous sommes capables. Et nous avons mobilisé les moyens. Et chacun des pays, les 5, a équipé et donné la contribution qui est la sienne en termes de troupes. Chacun l'a fait. À partir du moment où nous l'avons fait et en un temps assez court, ça a motivé des gens. Les Nations Unies eux-mêmes ont évalué le chemin que nous avons parcouru et ils se sont dit la volonté existe de créer cette force de G5 Sahel, la volonté existe de mener ce combat contre le terrorisme à l'échelle de notre sous-région. Et c'est de cette façon, désormais, que tout le monde est venu pour nous appuyer. Donc le scepticisme ou les hésitations des uns et des autres ont été dissipés par la démonstration que nous avons faite nous-mêmes des moyens que nous pouvons mettre ensemble pour assurer notre sécurité. Et quand la solidarité s'est manifestée, nous avons été encore plus ragaillardis pour nous engager dans cette initiative. Qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le G5 Sahel, désormais, ce n'est plus un projet, c'est une réalité, c'est une armée en marche. Certains citoyens doutent toujours sur les moyens mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, vu l'immensité de notre territoire et au niveau de certaines frontières qui sont déstabilisées, notamment vers la Libye, le Mali, le Niger. Est-ce que nos forces de défense sont suffisamment équipées et formées pour faire face à l'ennemi? Ce sont nos forces armées qui font le choix des options en termes d'équipement militaire, en termes de formation. Et le président de la République est engagé à satisfaire ces choix. Parce que l'objectif politique que nous sommes fixés, nous, c'est de faire une armée efficace. Je viens de dire tout à l'heure, parlant d'efficacité, que les résultats sont là. Mais mieux, je participe à des relations, à des réunions internationales où on parle des armées.
je reçois des experts qui acceptent de donner leur avis sur les armées en œuvre dans la sous-région. Ce que j'entends de l'armée du Niger, en tant que citoyen, me rend fier. En tant que ministre de la Défense, ce que j'entends de l'armée nigérienne me donne la conviction que notre armée a fait les options qu'il faut, que nos autorités civiles légitimes ont fait des choix qu'il faut et qui ont porté notre armée à un niveau où personne n'est arrivé dans la sous-région. Ce sont des ministres de la Défense comme moi qui se réunissent et qui le disent de notre armée. Ce sont des ministres, des chefs d'état-major qui se réunissent devant nous et qui nous disent voilà les propositions avec lesquelles nous venons vous voir, messieurs les ministres. Quand on regarde les propositions qui sont faites, quand on voit la place du Niger dans la chose, j'en suis fier en tant que ministre de la Défense. Et nous avons fait cette réunion avec des collègues des affaires étrangères et des cadres du ministère des Affaires étrangères à Abuja il y a quelques 2-3 semaines. Nous avons continué pour faire les réunions de la FMM au Tchad avec des cadres de notre ministère et des experts que le Niger a commis. Les contributions du Niger à la force multinationale mixte qui évolue dans le lac Tchad, c'est une contribution qui rendrait tout Nigérien fier parmi les pays qui participent à cette sorte de fonds commun. Quand on dit la contribution du Niger, quand on dit ce que l'armée du Niger apporte, il n'y a aucune raison qu'un Nigérien ne soit pas fier de son armée et des investissements, des sacrifices que le peuple nigérien a accepté de consentir pour que cette armée soit efficace, qu'elle soit formée et qu'elle soit équipée. Il est vrai, l'actualité, c'est toujours la présence des soldats occidentaux et dont les derniers en date sont en train d'annoncer même l'arrivée prochaine des soldats italiens. Et qu'en est-il exactement par rapport à cette affaire? Des présences militaires de notre pays, il y en a deux. La France, à Niamey, parce que nous avons prêté nos équipements et notre territoire à tous ceux qui pouvaient aider le Mali à sortir de la crise dans laquelle il était plongé il y a quelques années. Et à l'époque, tout le monde a applaudi que des pays amis soient venus au secours du Mali pour sauver le Mali d'une occupation certaine. Ces choses-là se sont passées à partir du Niger. Ce sont nos équipements que nous avons prêtés à des forces, y compris des forces maliennes, ont séjourné de notre pays. Des centaines d'hommes ont séjourné de notre pays. Et ils sont retournés au Mali à partir de chez nous. Cette collaboration continue. Nous le faisons pour un pays frère, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Parce que ce qui est en train de se passer au Mali, nous vivons chaque jour les conséquences au Niger. Le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur disait au président Macron, lors de sa visite ici, depuis 1962, chaque fois qu'il y a eu une rébellion au Mali, il y a eu une réponse au Niger par une rébellion. Chaque fois, autant de rébellions il y a eu au Mali, autant de rébellions il y a eu au Niger. Sauf cette dernière. Parce que nous avons pris des décisions justes. Parce que nous avons essayé de tirer les leçons du passé. Donc nous nous sommes évité la guerre à nous-mêmes en acceptant de collaborer à la lutte contre ce qui arrivait au Mali.
nous avons fait appel aussi aux Américains. J'ai l'habitude de demander à des journalistes d'imaginer la frontière du Niger. Depuis les 4 frontières, Cameroun, Nigeria, Tchad, Niger. D'imaginer que tout ça, c'est le lieu d'évolution des mouvements terroristes, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes. De remonter jusqu'à la frontière avec la Libye. De redescendre toute la frontière d'Algérie. De reprendre toute la frontière du Mali. Jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso. C'est infesté de terroristes. Est-ce que le Nigérien ne se pose pas la question? Comment notre pays tient toujours debout? Tous ces pays sont infestés. Tous ces pays sont en insécurité. Et nous devons protéger nos frontières. Et tout le monde veut rentrer chez nous. Comment nous y arriverons? Nous n'y arriverons pas avec les yeux et les oreilles. Nous n'y arriverons pas avec les véhicules que nous avons, les pick-up là. Il faut d'autres moyens. Que souvent nous n'avons pas. Et c'est pourquoi nous demandons à ceux qui ont les mêmes préoccupations que nous, à ceux que cette lutte intéresse, de venir nous aider, de venir nous prêter main forte. Parce que le Niger constitue une sorte de verrou. S'il saute, c'est nous qui faisons frontière avec l'Europe. Il n'y a plus de Libye. Il n'y a pas de gouvernement en Libye. Il n'y a pas de contrôle de territoire en Libye. Si ici où il y a un État, on ne gère pas, le verrou a sauté. On peut y arriver à tout moment. Au Mali, ici de l'autre côté, c'est des forces terroristes qui font frontière avec le Niger. Il n'y a pas de présence d'une armée régulière de ce côté de la frontière. C'est nous qui assurons. C'est pour ça que nous avons besoin de la solidarité de tous. Mais pour répondre précisément à votre question, les forces étrangères de notre pays, il n'y en a que ces deux, les Français et les Américains. Dans notre pipeline, nous avons une coopération qui est en train de démarrer sur le chapeau de roue. C'est la coopération en particulier avec l'Italie, qui vient d'ouvrir une ambassade d'art au Niger. Et cette coopération, nous allons l'approfondir. Nous sommes actuellement en train de discuter avec les Italiens en vue de déterminer les aspects de la coopération, les aspects de nos besoins pour lesquels ils peuvent nous aider. Mais il n'y a pas de base italienne au Niger. Et cette année 2018 qui vient de commencer, et quel est vos messages à l'endroit des saisons qui sont actuellement sur le terrain? Mon message, le premier, c'est de souhaiter plus de succès à nos forces armées nationales. Plus de succès, plus de victoires pour protéger notre pays et protéger des pays frères, dans lesquels d'ailleurs ils combattent comme si ils combattent sur leur propre territoire. La dernière fois au défilé de Tawa devant les présidents des pays africains qui nous ont fait l'honneur d'être à Tawa, le présentateur, en annonçant l'arrivée d'un officier, un officier supérieur, il a dit: c'est le premier soldat à marcher à Malam Fatouri. C'est un Nigérien. Je crois que nous en étions tous fiers. Tout le monde avait applaudi. Ce n'est pas le Niger. C'est le Nigeria voisin. C'est un pays frère que les Nigériens ont contribué à libérer. Le deuxième message, c'est pour leur dire, justement, pour faire liaison avec ça, pour leur dire que nous sommes fiers de ce qu'ils font. Nous leur sommes reconnaissants. Nous savons ce qu'ils valent. Malgré les polémiques des politiciens, tout le monde savoure la victoire et le travail de nos forces armées nationales. Rien qu'avant-hier, vous avez vu des marches dans la ville de Niamey, sans aucune disposition sécuritaire particulière, parce que justement il y a des soldats ailleurs.
Vous avez eu des grands meetings à Dosso. Il n'y a pas de dispositions particulières de sécurité que nous prenions. Parce que, en amont, il y a des soldats nigériens qui assurent cette sécurité. Nous sommes fiers de ce qu'ils font. Nous savons aussi qu'ils ne sont pas avec leur famille. Nous savons qu'ils vivent les rigueurs du climat, les rigueurs de la solitude, les affres de la condition militaire. Mais nous savons qu'ils savent que c'est un métier qu'ils ont choisi. Nous savons qu'ils sont des patriotes, qui ne reculeront devant aucune difficulté pour défendre leur pays. Je leur souhaite bonne fête, beaucoup de victoires et Inch'Allah, le Niger étant debout, les autres pays de la sous-région pour lesquels nous sommes solidaires seront aussi dans la même situation que la nôtre, Inch'Allah, grâce aux efforts des uns et des autres. Effectivement, pour un peu améliorer les conditions de travail, certainement, le président de la République, dans son message, a annoncé la construction de nouvelles infrastructures militaires dans ce pays, c'est bien ça? On en construit tous les jours. On en construit tous les jours des infrastructures militaires, qu'il s'agisse des pistes, qu'il s'agisse des aires d'atterrissage, d'hélicoptères, qu'il s'agisse des ponts de traversée. On construit des infrastructures. Nous avons un projet d'ailleurs extrêmement important pour nous, c'est celui de la constitution de notre bataillon génie et de son équipement grâce à la coopération allemande. Donc quelque chose est en train de se passer au sein de notre armée et je crois que les Nigériens auront l'occasion de pour une fois d'avoir le contrôle effectif sur leur territoire, parce que nous pouvons projeter notre armée à toutes les positions sur notre territoire, parce que nous avons créé les conditions de la chose, qu'il s'agisse des équipements en aéronef, ou qu'il s'agisse des pistes d'atterrissage, ou qu'il s'agisse des bases que nous aurions créées, de façon à créer un maillage autour de notre pays. C'est cela qui est en train de se passer, et quelquefois c'est contre cela que une certaine propagande est née. Nous sommes en train d'avancer et Inch'Allah, les Nigériens ne seront encore que davantage très fiers de la situation de leur pays.